On s'est dit, il faut que la qualité de service soit nickel, et c'est ce qui a fait la différence. Il y a des choses à faire, mais il faut savoir emmener le projet. C'est une préparation. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le financement. La distance, le temps dans la zone où tu es, etc., ça peut vite être effacé par l'expérience que tu donnes à tes clients. Est-ce qu'on achète sa résidence principale en premier ou est-ce qu'on fait un investissement? Aujourd'hui, c'est officiellement le tout premier épisode de la 2e saison de mon podcast. Donc, vous pouvez retrouver les autres épisodes sur YouTube, sur Spotify, etc. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire intervenir quelqu'un qui a pour expertise un domaine qui m'intéresse énormément. On en discutera tout à l'heure. Et en plus, que j'ai rencontré il y a très longtemps sur un événement d'entrepreneurs. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Du coup, Ludo, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, Ludovic Lotagatine, j'ai 38 ans et concrètement, je fais de l'immobilier. Donc je suis agent immobilier. Donc ça fait depuis 2012. Donc en fait, à chaque fois, je dis que ça fait 12 ans, mais les années Le temps passent. passe. Donc voilà, depuis 2012. Et donc voilà, j'ai commencé en tant qu'agent immobilier. Je le suis toujours. Et puis, entre-temps, le fil en aiguille, par l'expérience que tu acquiers, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, à faire pas mal de projets. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on étoffe son expérience dans l'immobilier, dans tout ce qui se rapporte autour de l'immobilier et de l'investissement immobilier. Très bien. Donc, on va pouvoir parler du point de vue agent et du point de vue client et du point de vue investisseur, surtout, c'est ce qui nous intéresse. Merci. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'aborder plein de sujets liés à l'immobilier, que ce soit, comme je te le disais tout à l'heure, pour les débutants, donc les gens qui souhaiteraient investir, parce que tu entends souvent aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'investir, etc., etc. Ou l'autre extrême, c'est-à-dire des gens qui sont déjà investisseurs, parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, qui sont déjà investisseurs et qui aimeraient peut-être soit, on va pas aller dans l'optimisation extrême, mais peut-être des stratégies, des choses testées, des choses que tu aurais fait autrement, ou même des choses qui t'ont été bénéfiques, pour voir un peu ce qui s'est passé. La première question que je voulais te poser, c'était de savoir, je ne sais pas si tu t'intéresses aux autres types d'investissements que immobilier. Oui, aussi, oui. Oui, clairement. Aujourd'hui, il y a plein de phénomènes, hein. Donc, oui, on essaie de diversifier. Ok, Et très d'ailleurs, bien. ça permet des fois aussi de jongler, de partir d'un autre domaine et puis de revenir et vice-versa, hein. Voilà. Très bien, au moins tu as différents points de vue. Justement, la question que je voulais te poser, c'est si tu connais un peu le panel d'investissement qui est possible de faire, en quoi pour toi l'immobilier, c'est une bonne chose, une bonne opportunité? Est-ce que ça l'est toujours? Quand je dis toujours, est-ce que toutes les opérations sont des bonnes opérations? Et ou sinon, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement, est-ce que commencer par l'immobilier, c'est une aussi bonne idée que ça en a l'air? En fait, c'est un domaine vraiment très vaste et je pense que tout le monde arrive à trouver son compte, que ce soit dans l'immobilier. En fait, il y a plusieurs. On peut tout aussi bien tomber sur un gars qui veut, voilà, optimiser sa fiscalité, donc peut-être partir sur un projet de défisc ou autre, ou un gars effectivement, qui commence, voilà, et qui se dit, la pierre reste un domaine vraiment, très intéressant. Donc après effectivement, tout dépend de ce qu'on a envie d'amener sur avec l'immobilier. Parce que c'est des stratégies à mettre en place. Il y a plusieurs, c'est un cheminement en fait, hein. On mûrit, comme je te dis, moi j'ai commencé en 2012, j'ai commencé à investir en 2018. Donc tu vois, j'ai quand même mûri le truc pendant 6 ans. Après, c'est parce qu'aussi, quand tu es agent immobilier, souvent tu es indépendant. Donc tu as aussi l'aspect où il faut laisser les chiffres d'affaires grandir et puis les banques et tout ça. Donc tu as cet aspect-là aussi, tu mûris aussi ton expérience en tant qu'investisseur. À un moment, tu commences à comprendre le marché, à comprendre ce qui se fait, voilà, qu'est-ce qui se loue. Donc en fait, c'est un regard que tu mûris, voilà, globalement. Donc oui, je pense que tout le monde arrive à trouver son compte dans l'immobilier. Après, l'idée, effectivement, il faut être toujours accompagné ou mettre en place les bonnes stratégies. Souvent, en fait, si tu veux, des fois, tu peux partir sur quelque chose qui finalement, tu te dis, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça.
Tu vois, j'en sais rien, ça peut être, il y a toujours la question, est-ce qu'on achète sa résidence principale en premier ou est-ce qu'on fait un investissement? Tu vois? Donc déjà, ça, c'est des questions qu'on se pose toujours, hein. Donc, Est-ce que tu as la réponse? C'est quoi la meilleure option? Ça dépend trop? ça dépend des stratégies que tu veux mettre en place. Oui et non. C'est-à-dire que autant tu peux avoir quelqu'un qui se dit, ben, moi, j'achète ma résidence principale, mais est-ce que c'est l'idée de te dire, oui, ça va me sécuriser d'acheter ma résidence principale en premier? Et est-ce que oui, après avoir acheté ma résidence principale, je souhaite investir? Dans ce cas-là, on se pose la question, bah, ok, tu souhaites investir, mais est-ce qu'on va encore te suivre Oui, pour c'est ça la question. investir? Ouais, c'est ça la question. Tu vois? Ou tu as des fois des gars qui te disent, bah, moi, je veux bien, oui, commencer par ma résidence principale, mais je sais que derrière, bah, c'est peut-être une stratégie que je vais mettre en place qui va me permettre, ah bah tiens, je sais que là, je vais pouvoir revendre et Ouais. faire une plus-value et après commencer à se lancer vraiment sur des projets un peu plus conséquents. Voilà, tu vois, et on part toujours sur la même base, résidence principale. Et tu vois, et du coup, après, on part sur deux orientations complètement différentes. Mais après, ça, c'est parce que c'est l'excuse pour passer en banque plus facilement. Ça pourrait être ça. Ouais. C'est souvent ça. Mais quand on investit, quand on a l'idée d'investir, oui, c'est vrai qu'on se dit, bon, les banques, voilà, ils aiment bien débloquer pour la résidence principale. Déjà, ça permet de partir sur une mensualité, enfin, sur des années de crédit plus longs. Et puis même des fois, on te demande moins d'apport. Moins d'apport parce que tu achètes ta résidence principale. Mais après, il faut être cohérent. Tu peux pas dire à la banque, écoute, je vais acheter ma résidence principale, c'est un studio, mais sauf que tu as déjà 3 gamins. Oui, oui. Et la banque va te dire, mais non, c'est pas cohérent dans ton projet, en fait, tu vois. Donc, il faut essayer d'être cohérent dans cette stratégie-là, si on parle là-dessus. Mais oui, ça peut, souvent, on parle là-dessus, voilà, on s'est dit, ouais, ben tiens, je vais amorcer mon projet en résidence principale, et puis, et voilà, si tu as déjà une résidence principale, comment tu peux justifier à la banque, ben, je vais racheter ma résidence principale? Il y a des choses à faire, mais il faut savoir emmener le projet. C'est une préparation. Et effectivement, on passe toujours, voilà, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le financement. D'autant plus avec la crise qu'on vient de passer. Si on passe par la banque, il faut vraiment, j'ai envie de te dire, c'est soit 70% de ton projet immobilier, c'est un projet bancaire, en fait. Ouais. Tu vois? 70%. Après, les 30%, attention, faut pas les négliger parce que tu as quand même une stratégie derrière. Voilà. Faut dire, OK, la banque, OK, mais une fois que j'ai fait ça, j'investis dans quoi, je fais quoi, comment, pourquoi? Enfin, voilà, il y a une logique à mettre en place. Voilà. Je comprends. Je parle d'expérience, c'est l'excuse que j'ai sortie, que je vais retirer en bancaire. Ouais, Je pense qu'on l'a tous un peu fait. Chez madame, je suis dans une situation compliquée. Là. On l'a un peu tous fait. Hein, Mes parents vont me foutre dehors. C'est vrai? Non, oui. Non, je lui ai dit écoutez, j'ai pas d'endroit, enfin, je suis dans un loyer. Je gagne pas ma vie de fou à ce moment-là, mais j'ai besoin de quelque part où me poser. Et tu as pu faire ton investissement comme ça? Ouais. C'était quoi? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour pouvoir faire mon premier projet. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé devant la banquière et je lui ai expliqué ça. Mais mon projet était tellement bien ficelé que c'était difficile pour elle de dire non. Donc, elle a dit oui. Oui. Elle a dit oui, il y a eu des rebondissements. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'appart que je visitais. Alors pourtant, j'ai vu l'appartement l'après-midi. J'ai fait une offre l'après-midi. Un mec est passé devant moi, mais il a acheté l'appartement cash. Donc là c'était plus compliqué. La banquière, enfin moi, l'agent immo m'a dit vous êtes bien gentil, mais cash is king. C'est ça. Donc ça c'est pas fait. Finalement, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de tomber sur un projet familial que j'ai réaménagé, qui est devenu un Airbnb, qui fonctionne très bien, alors qu'on m'a toujours dit que là-bas, ça ne fonctionnerait jamais. Comme quoi, ne pas écouter les gens, ça a été une très bonne idée. Puisque, en plus, ce qui fait rire, c'est que moi, il y a un membre de ma famille qui bosse dans un endroit où il croise énormément de monde en continu dans la journée. Et il me disait à chaque fois, moi, tous les retours que j'ai, c'est que dans ce secteur-là, les Airbnb ne se louent pas. Tous les gens qui ont un Airbnb ici ont un taux de réservation qui est ridicule. Je leur ai fait « Ah bon ?»
Ok, bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. 3 mois sont passés après le lancement du projet. Et on parlait de super hôte tout à l'heure. En bout de 3 mois, dès le lancement, je suis devenu super hôte. Et j'avais un taux d'occupation qui n'était pas de 70% non plus, de pas 80%, mais j'étais à 50%. Ce qui, pour la zone, était déjà exceptionnel. Alors que j'étais pas l'Airbnb le moins cher. Mais tout de suite, beaucoup de gros commentaires, c'était super, etc. Parce qu'on a vraiment réfléchi à l'investissement comme si c'était un hôtel. On s'est dit, il faut que la qualité de service soit nickel. Et c'est ce qui a fait la différence. Ce qui fait que du coup, ça a très vite fonctionné très bien. Du coup, je regrette absolument pas ce projet-là. Ça tourne très très bien. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 2 ans bientôt. Ça fonctionne très très bien. Souvent, en fait, c'est vrai que, tu vois, tu parles de ça. Et oui, tu as toujours les gens voilà, qui émettent leurs commentaires. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand les gens viennent chez toi, ils ne viennent pas parce que tu as quelque chose de pas cher. C'est pas ça. C'est pas le prix forcément qui va faire que les gens vont venir ou pas. C'est surtout l'expérience qu'ils vont vivre chez toi. Tu vois, moi-même ou même toi, je suis sûr, combien de fois tu fais des réservations, bah, tu vois un truc un peu atypique, tu vois quelque chose qui éveille ta curiosité et ta sensibilité. Si tu es sensible à, je sais pas, et tu vois un Netflix ou quoi, le truc, tu te dis, ah bah tiens, il y a Netflix, pourquoi pas, il y a un jacuzzi, ah, tu vois, mais c'est une expérience que les gens veulent vivre. Donc forcément, Airbnb, peu importe où tu seras, il y a possibilité de s'en sortir, mais il faut aussi créer l'expérience qui se détache de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Souvent, des fois, ben voilà, tu peux être dans un endroit retiré, tu vas avoir les gens qui recherchent un peu de l'atypique ou des trucs un peu plus, ah bah tiens, pourquoi pas un truc à l'ancienne, comme si j'étais chez mes grands-parents, tu C'est vois, ça. un peu une expérience comme ça. Et tu as aussi la personne qui cherche, bah, je sais pas, ah ben je veux être en forêt, suspendu dans un arbre, tu vois. Mais tu vas quand même avoir la clientèle parce que ben, la personne sera sensible à ce que tu proposes. Et il faut y aller à fond, quoi. Et des fois, souvent, bah, c'est que voilà, les gens, ils visent pas forcément une expérience. Ils vont viser le côté, bah, je mets une annonce quelconque et j'attends à avoir des résultats. Ben non, on va avoir les mêmes résultats que tout le monde parce qu'on fait les choses comme tout le monde. Et bon, c'était la discussion que j'avais. J'ai dit oui, mais déjà, moi, j'ai pris, et les gens s'en rendent pas compte, j'ai pris du temps à faire des jolies photos. Elles sont pas exceptionnelles. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la photo, mais j'essaie de faire des photos propres. Déjà, juste ça, quand tu regardes le nombre de clics par jour sur ton annonce, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt. Mais je savais que c'était à cause des photos. Tu essaies de montrer le bien sous son meilleur jour et tu regardes des Airbnb, le mec a pris son téléphone, il a fait une photo comme ça et il fait voilà l'expérience. Même pas de retouche, même pas une retouche sur sa photo au téléphone. L'expérience, c'est comme un consommateur qui veut acheter un menu chez Burger King ou chez McDo. L'image donne envie d'aller plus loin, sinon ça déclenche pas les sensations. Et après, comme tu dis, c'est l'expérience. Et après, en vrai, tous les aspects négatifs, je pense, d'un projet comme... parce que là, on parle de saisonnier parce qu'on est à La Réunion, mais... Enfin, saisonnier particulièrement. Mais la distance, le temps dans la zone où tu es, etc., ça peut vite être effacé par l'expérience que tu donnes à tes clients. Moi, par exemple, souvent, dans la zone où je suis là, il pleut beaucoup. Je me suis dit, les gens ne viendront pas aussi souvent parce que justement, le temps peut être très dégueulasse. Eh ben non, les gens me disent, super séjour, très bien passé. Il y a de quoi suffisamment en intérieur pour rester à l'intérieur sans se marcher dessus. C'est très bien. Tu vois, donc en fait, tu te bases sur les retours clients. Et enfin, là, on fait une autre transition sur un sujet dont je voulais aborder tout à l'heure, mais tant mieux, c'est venu naturellement. Se baser sur les commentaires des gens pour améliorer son service. Et quand tu écoutes les clients, des fois, il y a des petits trucs qui peuvent paraître ridicules, des choses qui manquent, des choses qu'ils auraient fait différemment, qui font que tout de suite, quand les prochains clients arrivent, ils se disent, purée, bah, ils ont fait attention aux détails, tu vois. C'est vraiment des petits trucs qui sont tout bêtes. Moi, par exemple, un truc qui me paraissait ridicule, et pourtant ça a fonctionné, c'est que là où je trouve le bien, il y avait déjà des rambardes dans la maison, parce que la personne qui était une personne âgée. Donc des rambardes ont été installées, mais des rambardes très brutes, style industriel. Sauf que moi, sur ce projet-là, la décoration est industrielle. Donc j'avais pas d'intérêt à les changer. Je me suis dit, je vais les garder. Et ben plusieurs fois, des clients m'ont dit, bah, écoutez, on est venu en famille avec les grands-parents.
ils ont du mal à se déplacer. Et ben, dans votre maison, le plus, ça a été qu'ils aient pu, de la porte jusqu'aux toilettes, se déplacer en tenant la rambarde. Jamais j'aurais mis des rambardes dans un Ouais. projet comme celui-là. C'est un truc qui paraît ridicule. Mais en fait, ce qui fait que derrière, ils m'ont dit, bah, c'est super. C'est con, mais c'est super. Et en fait, tu as plein de petits détails comme ça en fonction des projets qui font que pour moi, l'expérience peut être mieux. Un truc tout con, un client qui dit il y a une panne sur un truc, tu vas décider ou pas de l'arranger. Des fois, tu rentres dans des Airbnb, tu vois bien que le propriétaire, il s'en fout un peu. Il y a des trucs qui sont pas bien faits, qui se dégradent très vite. Alors, ça tombe bien sur ce qu'on disait. Euh, L'investissement immobilier, c'est un bon levier. Tu as des aspects négatifs. Tu fais que du saisonnier ou tu as du longue durée aussi? Non, j'ai du longue durée. J'ai tout essayé. Hein. En plus, tu sais, à un moment, t'es confronté quand il y a eu le Covid et tout. Donc, à un moment, tu es confronté aussi à ce côté, bah voilà, tu as toutes les réservations que tu avais en saisonnier, tu as tout le monde qui saute parce que bah, personne ne peut plus se déplacer. Donc, voilà, ça saute. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, voilà. Mais honnêtement, j'ai tout essayé. Hein. Sauf le nu, sauf la location nue. Mais bon, la location nue, c'est ce qu'on fait en agence, donc je connais. Et puis, bah oui, je fais du meublé à l'année aussi. Du meublé à l'année. Mais par contre, après, c'est aussi pareil. Est-ce que tu es prêt à consacrer du temps dans ton investissement? Parce que c'est sûr que quand tu fais de la location saisonnière, bah, il va falloir quand même être attentif. Bah, voilà, par rapport à ce que tu disais, bah, s'il y a des choses qui sont en train de se dégrader, des petits travaux à faire, des petites choses, ou même les clients qui vont t'appeler constamment ou quoi. Donc, il faut toujours avoir ce côté un peu, voilà, il faut être vigilant. Alors que si tu fais du meublé classique, une fois que le client est dedans, il va pas forcément t'appeler tous les jours, quoi. Tu vois? Quelque chose dont les gens se rendent pas forcément compte avec le saisonnier, c'est que les choses se dégradent beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait croire. Alors moi, il faut savoir que je me suis dit, bon, parce que moi je m'intéresse à l'immobilier depuis que j'ai 18 ans, je suis tombé dedans avant, j'ai même fait un petit job d'été, ça il y a peu de personnes qui le savent, où j'étais agent immobilier dans une agence, je te jure. Je faisais de la prospection téléphonique pour du coup des gens qui étaient intéressés pour revendre leurs biens. Bon, j'ai rien vendu, j'ai rien acheté, mais ça m'a permis d'être plus à l'aise au téléphone. Donc, je me suis intéressé très tôt à l'immobilier. Je me suis dit, dès que je peux avoir mon premier salaire, je fais un investissement immobilier. C'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé 3 mois en CDI, je suis parti voir ma banque. J'ai fait le parcours typique du mec qui a baigné dans l'immobilier depuis qu'il a 16 ans. Et je savais que l'immobilier, le saisonnier, ça se dégradait plus vite. Mais je ne pensais pas vite à ce point-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout optimiser. C'est-à-dire que je sais qu'aussi dans certains Airbnb, tu as des vols, tu as des casses, tu as plein de choses. Donc moi, je me suis dit, dans le mien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la déco, mais rien qui puisse être volé. Tout est fixé, tout est... Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas plus que ce qu'il faut, mais il y a tout ce dont on a besoin. Et malgré ça, en fait, tu te rends compte que quand les gens sont en vacances, ils font pas forcément attention. Des packs de verre, j'en ai acheté je ne sais pas combien depuis que je fais du saisonnier. Frigo abîmé, il y a un mec qui a pété un point dans mon frigo alors que le frigo était neuf. Et il y a vraiment eu des péripéties super drôles maintenant, mais qui n'étaient pas au moment où j'y étais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver quand on a un Airbnb. Moi, j'ai eu les flics qui sont passés 2 fois dans mon Airbnb en l'espace d'1 an. Porter plainte des voisins? C'était même pas pour des nuisances sonores, pour te dire. Ouais, c'était des appels qui venaient depuis les Airbnb. C'était des anecdotes que je raconterai plus tard. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer avec de la location saisonnière que tu n'as pas avec du meublé ou du nu, j'imagine. Est-ce que pour toi, même si tu m'as dit oui, ça dépend beaucoup des profils, est-ce que pour toi, il y a des meilleurs investissements que d'autres? Ben, il n'y a pas de meilleur investissement en soi. Enfin, t'imagines, par exemple, est-ce que tu vas rechercher un rendement? Est-ce que ça va être un bien que tu vas garder dans ton patrimoine? Est-ce que ça va être quelque chose, voilà, tu sais très bien que tu vas garder 5, 6 ans, 10 ans, et puis tu passes à autre chose. Donc, tu vois, finalement, ça va orienter ton acquisition. Tu peux pas, par exemple, ben, non seulement, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu as le côté ben, déjà budgétaire, tu as le côté fiscal aussi.
tu as l'aspect fiscalité. Est-ce que ça va... T'imagines demain, tu te dis, bah, tiens, je vais acheter un bien, je vais monter une SCI, je vais acheter le bien, mais finalement, je sais très bien que je vais garder le bien 5 ans, 6 ans. Ben, je crois pas que ce soit la meilleure chose à faire de faire cette acquisition en SCI. Tu vois, parce que ben, derrière, tu vas être taxé différemment lors de la revente ou quoi. Tu vois, peut-être sur le coup, tu te dis c'est une bonne idée parce que ben, voilà, c'est une SCI et tout, c'est séparé de ton patrimoine personnel. Mais finalement, quand tu vas retourner à la revente, ben, sur la revente, tu vas quand même te faire taxer différemment et mauvaise surprise, quoi. C'est pour ça, souvent, quand on fait un investissement immobilier, il faut pas regarder uniquement dans un an le bout de son nez, quoi. Parce que tu vois, tu pars sur un projet à long terme, court, moyen et long terme. C'est-à-dire, effectivement, bah, court terme, bah, là, tout de suite, est-ce que ça rapporte? Moyen terme, bah, qu'est-ce que je fais là? Et long terme, par exemple, bah, si tu as un côté un peu, bah, tu veux garder pour ton aspect patrimonial, bah, il faut aussi mettre les choses en place, mais dès le début. Tu vois, parce que souvent, j'entends dire, par exemple, ah ouais, bah, j'achète en nom propre et puis je mettrai dans la SCI plus tard. Ouais, mais faut savoir que quand tu fais ça, bah, tu peux pas dire je crée une SCI et je mets dedans comme ça parce que c'est à ton nom aussi. Non, bah, il faut en gros créer, mais tu es en train de tu vas devoir refaire une transaction. En fait, c'est deux entités différentes, même si c'est toi-même. Donc, tu refais une transaction. Qui dit transaction, dit frais de notaire, dit frais pour la création de la SCI. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça, long terme, tu peux pas dire, ah bah tiens, je vais acheter ça là et puis bah, on verra plus tard. Non, faut tout de suite, on achète, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? Est-ce qu'on pense qu'on aura toujours le bien? Et qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, 25 ans? Pourquoi? Parce que bah, souvent, quand on monte un investissement, on part sur des financements sur 20 ans, 25 ans. Donc, il faut aussi imaginer, bah, voilà, pendant la durée du crédit, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, c'est pas pour dénigrer ou quoi, la résidence principale, mais t'imagines, tu achètes ta résidence principale. Donc, tu vas te retrouver avec un crédit sur 25 ans ou 20 ans. Donc, si entre-temps, bah, je sais pas, il se passe quelque chose dans ta vie, bah, il va falloir quand même continuer à assumer le crédit, en fait. Après, soit tu vends, tu as toujours l'option, bah, écoute, je vends, mais voilà, tu as toujours. Donc, c'est pour ça il faut toujours essayer d'avoir quelques coups d'avance, quoi, sur sa projection voilà, dans ce qu'on est en train de faire comme projet immobilier. Oui, et puis la réalité, c'est que de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Oui, mais bien sûr. T'as aucun cas de figure où ça se passe comme prévu. Tu vois, il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver ou d'opportunités qui se présentent que des fois, tu fais des décisions qui peuvent être radicales. Donc, ouais, ce que tu veux dire, c'est que dans les grandes lignes, avoir une idée quand même s'il y a une marge de manœuvre dans ce qu'on fait, mais au moins savoir ce qu'on fait. Bah, tu vois, par exemple, ça me fait penser, tu peux avoir un projet, tu te dis par exemple, bah ouais, c'est un bien que je vais garder, allez, je revends dans 10 ans. Ben, imaginons qu'à un moment, voilà, tu as une opportunité autre qui se présente et tu te dis, ben là, par contre, il va falloir arbitrer et je vais devoir vendre ce bien. Donc, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que si je le revends là, au lieu de vendre dans 10 ans, je revends dans 3 ans, est-ce que j'arrive quand même à m'en sortir? Tu vois? Et ça, des fois, c'est intéressant de se mettre sur des projets comme ça parce que si on n'est pas bien accompagné surtout le premier achat, tu vois, la première acquisition, si on s'est pas bien mis dans le projet, on peut rapidement être déchanté parce que bah, on croyait que c'était rentable, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable. Et toi, si tu te dis, ben ouais, mais là, c'est ma première acquisition et puis je vais enchaîner 2, 3 après, ben non, la banque va plus te suivre parce que bah, déjà, tu as un crédit derrière qui te rapporte pas de l'argent ou quoi. Et finalement, bah, tu t'es créé encore un endettement. Et donc, bah, tu vois, ça peut être bloquant. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur surtout la première opération. C'est vraiment primordial. Je sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase-là, à quel point quand on décide d'investir, le premier, c'est le plus important. C'est vrai, c'est la vérité. Parce que, en fait, et j'en discutais il y a pas longtemps avec un conseiller de gestion de patrimoine, qui a un autre regard là-dessus, que foirer ton premier projet, c'est foirer ton projet de vie. Parce que ça peut te foutre dans la merde pendant beaucoup, beaucoup de temps. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner. Aujourd'hui, tu vois, moi, par exemple, dans mon domaine, ce que je dis aux gens, c'est que passer par un spécialiste,
ça peut leur coûter plus cher, mais ça leur permet d'économiser de l'argent. Et je pense que dans tous les domaines, c'est la vérité. Plus tu vas prendre quelqu'un qui est spécialisé, plus il va te coûter cher, mais plus il va te faire gagner. En immobilier, que ce soit... Parce que je sais que la majorité des gens qui vont écouter ça va plutôt être un profil entrepreneur-investisseur, mais même pour les particuliers, en réalité, l'agent immobilier, lui, qu'est-ce qu'il t'apporte en termes de bénéfices sur son accompagnement? Qu'est-ce qui va t'éviter de faire comme connerie que 80% des gens font quand ils ne prennent pas un agent, par exemple? Alors, tu vois, tu as deux aspects. Tu as l'aspect agent immobilier et tu as l'aspect investisseur. Bon, j'ai les deux casquettes, mais concrètement, l'agent immobilier va pouvoir te permettre d'être sur des biens qui sont même pas sur le marché, tu vois. Et en fonction, donc, si il joue bien son rôle, et là, donc, je mets ma casquette d'investisseur, jamais il m'est arrivé de vendre un bien qui n'est pas rentable à un investisseur, tu vois. Et c'est pas parce que je me dis, ah ben j'ai ça dans mon portefeuille, il faut que je le vende, que je vais vendre ça à un gars qui va investir et lui faire croire que t'inquiète, ça va bien se passer. Non, ben non, parce que par la suite, après, ben, l'idée, c'est de l'accompagner sur d'autres projets, tu vois. Donc, ce qui fait que l'agent immobilier va pouvoir t'apporter des choses, des produits off-market, tu vois, et un investisseur, notamment un agent immobilier qui a déjà investi, connaît les rouages de l'investissement immobilier. Et donc là, effectivement, ça peut être aussi intéressant par rapport au cheminement, à la stratégie que tu vas vouloir mettre en place avec ce logement. Si tu me dis, écoute, Ludo, moi je vais acheter un bien et je vais faire du Airbnb dedans. Je vais peut-être t'orienter sur tel ou tel produit à tel endroit comme ça. Et encore pareil, en fonction de ce que tu me dis. Si tu me dis, écoute, moi je veux plus un truc plus ville, centre-ville, ou que tu me dis, je veux quelque chose de retiré, atypique, machin. Donc, c'est pas forcément la même orientation, tu vois. Et si tu me dis, bah écoute, plutôt, bah, je vais peut-être acheter un bien, je sais pas, je veux garder ça dans mon patrimoine, je t'oriente sur un autre produit, tu Oui, vois. parce que tu as trop de facteurs qui rentrent en compte pour dire que... Donc, c'est ça qui peut faire la différence. C'est essentiellement ça. De toute façon, c'est clair, tout vient du départ, hein. C'est les fondations. Tu vois? Donc c'est là où tu mets les choses en place. Donc c'est là où effectivement un agent immobilier peut t'aider. Ben, parce que des fois, la plupart des choses que j'ai vendues, pour un investissement, bah, souvent c'est des choses qui se vendent off market. Ça apparaît pas, hein. Parce que aussi c'est quoi? Je te dis clairement, des fois on met des ventes, on met des annonces. Je connais le potentiel du bien. Sauf que des fois, tu peux pas tout acheter. Donc, tu as envie de. Et tu as des gens, ils connaissent pas forcément, ils débutent dans l'investissement immobilier, mais ils n'arrivent pas forcément à se projeter comme il faudrait. Donc, ils viennent, ils regardent le bien, et ils voient pas le potentiel. Sauf que toi, tu es là et tu essaies d'expliquer, Que le projet est fou, que là, ouais. c'est viable, c'est 100% viable. Et on va pouvoir mettre des stratégies en place, des travaux, l'amortissement, enfin plein de choses, tu vois. Mais la personne n'arrive pas à visualiser ça. Donc des fois, tu t'orientes, voilà, avec des gens qui te font confiance. Et là, tu te dis, bah écoute, là j'ai un produit. Ça, tu peux y aller. Voilà, ça va te rapporter ça. On va faire ça, on va faire ça, on va mettre ça en place. La fiscalité, ça va être comme ça. Et là, ça se passe très bien. Oui, tu connais le profil des gens et puis tu peux C'est adapter en ça fonction. aussi. Et puis, l'agent, lui, il a tout intérêt à essayer d'avoir les meilleurs projets possibles pour ses clients parce que forcément, si tu tombes sur un investisseur, il aura encore envie d'investir. Donc, si tu as fait un bon projet, tu sais très bien qu'il va revenir. Tu n'as pas d'intérêt à changer de prestataire quand la première opération, c'est très bien fait. Et je sais pas si c'est comme ça dans votre domaine, mais en général, quand ça se passe bien, tu changes pas. Quand ça se passe très bien, tu passes toujours par la même personne, tu vois. Ah ben, tu vois, je rigolais avec un ami, hein, c'était une blague, parce que il a fait un premier investissement avec moi. Ça s'est bien passé et ça se passe toujours très bien. Et dans la foulée, il avait acheté un autre bien, mais en direct. Et donc, bon, il y a des détails qu'il n'avait pas forcément porté attention. Bah, lui, pareil, il pensait peut-être que c'était intéressant et tout, rentable, et c'était un appartement. Et il s'avère que bah, finalement, il n'a pas bien visualisé le projet jusqu'à la fin. Donc, il l'a acheté. Et là, ils se retrouvent avec des charges parce que bah, ils vont faire des appels de fonds énormes pour faire des ravalements de façade, des trucs. Et là, il me dit, oh là là, catastrophe. Bah, il veut revendre.
Et donc, on rigolait. Je lui dis, bah, tu vois, t'as fait l'investissement. Fallait passer vraiment. Bon, après, c'est des expériences, il faut les vivre. Mais c'est aussi là où, en fait, tu peux t'éviter ce genre de C'est ce que choses. j'allais dire. Il y a Vaut des mieux- expériences qui sont mieux à éviter. Quand tu as Oui. quelqu'un qui a déjà vécu le truc ou voilà, qui connaît, bah, ça peut te faire gagner du temps. Tu vois, sur le coup, bah là, bah, il a acheté il y a quoi, 2 ans même? Ouais, 2 ans. Donc là, il envisage de revendre. Sauf que ben, il va clairement, hein, il m'a dit, hein, l'idée, c'est même pas de faire une plus-value. Parce qu'il va pas pouvoir se faire une plus-value. Et au bout de 2 ans, t'as la banque à rembourser, les intérêts et tout machin. Donc, et sans compter que là, bah, la personne qui va acheter ce bien-là, elle va regarder les PV, elle va se rendre compte que derrière, tu as des travaux extraordinaires. Donc, tu vois, ça va jouer dans la négociation sur le prix de vente. Non, c'est pour ça que bien se faire accompagner, c'est super important. Moi, je me rappelle une anecdote. J'avais visité un bien. Sur le papier, c'était incroyable. C'était à Saint-Denis en plus, là où j'étais à ce moment-là. L'opportunité était bien, même un peu trop bien. Et quand j'ai vu que c'était trop bien après avoir visité avec l'agent, je me dis, il y a un souci. Quelque part, le projet me paraît trop bon. Du coup, par curiosité, j'appelle un pote qui est agent immobilier et je lui dis, est-ce que tu aurais entendu parler de ça? Il me fait, bah, de fou, j'ai un client qui a décidé d'acheter là-bas. Très mauvaise idée. C'est un puits sans fond. Il y a tellement de problèmes avec le bâtiment que là, les charges sont monumentales. Le projet, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied. Il aurait jamais dû faire ça. Il est en train d'essayer de le revendre parce que du coup, c'était ça. Alors que quand je suis rentré dedans, et j'ai visualisé tout le truc, je me suis dit, ouais, incroyable, tel travaux à faire, ça va être super rentable, on est bien placé et tout. Et le mec qui me dit, fais absolument pas ça, c'est une grosse erreur. Des fois, des petits conseils, même 30 secondes de discussion avec quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, ça peut te faire, gagner énormément de temps et t'éviter beaucoup de problèmes. C'est vrai. Et souvent, tu vois, l'immobilier, tu as un côté émotif, tu as un côté émotion. Et il faut savoir gérer ses émotions, tu vois. Enfin, j'en parle, mais c'est vrai que moi-même, quand je vends des biens immobiliers qui m'appartiennent, tu as toujours ce petit attachement, tu vois, émotionnel. Mais à un moment, tu vois, tu sais pourquoi tu le fais. C'est-à-dire, bon, voilà, il faut arbitrer, il faut le faire. Tu le fais. Mais il faut vraiment essayer de couper ce truc-là, de dire l'émotion. Et par exemple, bah, tu vois, ça me fait rebondir sur quelque chose. Souvent, on se dit, bah ouais, moi, je sais bricoler, je fais les choses moi-même. Moi-même, je bricole, quoi. Mais c'est l'erreur. Et pourtant, combien de fois je l'ai entendu ce truc? Fais pas les travaux toi-même. Fais pas les travaux toi-même. Eh ben, tu sais quoi? Mon premier investissement, j'ai fait les travaux. Et ça s'est mal passé? C'est pas que ça s'est mal passé. C'est que ça s'est bien passé. Sauf que si je prends un artisan, le gars, il vient en 1 mois, le projet est opérationnel. Faisant les travaux moi-même, sachant que bah, je Un travaille, j'ai travail, d'autres vie de choses à famille, faire, etc. Ouais. bah, finalement, ça m'a mis 3 mois. Donc, c'est cool. C'est cool parce que, ben oui, ok, tu as économisé les coûts de l'artisan, mais en fait, tu as perdu 2 mois de réservation finalement. Tu vois, tu as perdu 2 mois de location. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, c'est pas forcément une très bonne idée. Sauf si c'est vraiment ton activité. Et là, tu te dis, ok, ben, je fais les travaux, mais sinon, très mauvaise idée, tu vois. Et ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et pourtant, même en étant investisseur, tu te dis, ouais, vas-y, je vais économiser de l'argent. Je vais pas payer un gars pour faire la peinture. La peinture, tout le monde sait peindre. Mais non, fais pas ça. Tu vois. Il y a bien des problèmes qui peuvent arriver avec la peinture. Pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, il y a bien des problèmes qui peuvent arriver avec la peinture. Problème d'humidité, problème de peinture basique, tu as plein de choses qui peuvent arriver. Mais tu vois, c'est un bon sujet, partons là-dessus. C'est quoi le top pour toi des fausses bonnes idées en immobilier? Les trucs qu'on te dit comme ça, là, fais les travaux toi-même, et finalement, c'est une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on entend souvent, enfin qu'on pense être de bonnes idées, qui sont finalement des grosses erreurs en immobilier? Soit ça te fait perdre beaucoup de temps, soit ça te fait perdre beaucoup d'argent sur le... Bah, alors, souvent, tu vois, dans ce sens-là, tu as toujours on te dit, s'il y a pour faire des travaux, refais la réfection de ta salle de bain et ta cuisine. Tu vois? Mais donc ça, par exemple, oui, très bonne idée. Fais la salle de bain, fais la cuisine, tu vois? Si tu as 2 choses, si tu dois choisir, fais ces travaux-là. Mais ne les fais pas toi-même. Jamais de la vie, tu vois? Surtout la salle de bain.
Étanchéité, alors là, voilà, il suffirait que tu sois dans un appartement en copropriété et tout. C'est vraiment, tu fais appel à un professionnel avec sa décennale. Au moins, tu vois, tu n'as pas de souci avec ça. Bah oui, clairement. Et puis, bah voilà, les gens, ils savent faire. Ils savent faire. Tu vas pas te dire, ah bah tiens, je vais regarder 2, 3 vidéos YouTube. J'ai vu les gars sur TikTok retaper le villa. Moi aussi, je sais faire ça. Donc, ouais. Ils ont acheté une ferme, ils l'ont Tu rénové. l'as vu cette vidéo? Tu vois, c'est cool dans l'idée, tu vois, le story et tout, mais c'est pareil. Ça reste toujours l'idée. C'est quoi ta stratégie? Tu veux en faire quoi clairement? Est-ce que tu veux acheter un produit qui te ramène du rendement? Ou est-ce que tu veux vivre une histoire? Tu vois, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais peut-être j'achèterai ma résidence, une petite résidence que je voudrais refaire. Oui, là, c'est un projet de vie, c'est pas un investissement. Mais voilà, tu achètes un produit, tu vas investir. En fait, c'est binaire, mais il faut clairement, faut voir la chose comme ça. Tu achètes, tu vas investir, donc il faut que là, c'est rentable. À partir de telle date, on lance l'opération et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de oui, t'inquiète, je vais faire mes choses moi-même, tu vois. Après, ben, pareil, tu vois, la peinture, on parlait de la peinture, l'étanchéité, ce genre de choses. On évite. On évite. À la rigueur, si on a un peu de sensibilité dans la déco, voilà, on se dit, ouais, vas-y, je vais faire la décoration moi-même, tu vois. Voilà, ok, là on est ok. Et après, quand c'est fini, tu dis, j'ai tout fait Voilà, moi-même. J'ai tout fait. Finalement, c'est ça qu'on voit, tu vois. Là, c'est, voilà. Là, autant si tu veux mettre ta patte, la déco, c'est très bien. Tiens-toi à ça. C'est difficile de rater, difficile de faire des grosses erreurs qui vont coûter cher en déco, quoi. Oui. Mais sur la partie étanchéité, les murs qui prennent l'eau, ou je ne sais quoi, les travaux, problèmes électriques ou autre, absolument faire. Ouais. Ok. Très bien. Sur la partie gestion au quotidien, est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu as des pratiques, des choses, tout à l'heure on en parlait avant que les caméras tournaient, qui font que pour un investisseur, au quotidien, c'est plus simple de gérer ses biens? Tu vois, en fait, pareil, ça va dépendre de quelle expérience tu veux vivre. Parce que tu as toujours le gars qui te dit, oui, ben, moi, je veux voir, je veux essayer. Si tu as un bien immobilier, que c'est à proximité de chez toi, ça reste facile de gérer. Mais si tu peux avoir aussi l'autre sens où ben, le bien est loin de chez toi, même si tu n'as qu'un bien, mais il est loin, autant déléguer. Autant déléguer parce que tu peux avoir quelqu'un qui va t'appeler parce que souvent c'est les toilettes. Et tu sais, les toilettes, des fois c'est rien, hein. Des fois c'est rien, mais il faut dépanner quoi. Il faut dépanner de suite. Donc, si tu es à proximité, ok, il n'y a pas de problème. Si tu es loin, délègue. Cherche quelqu'un qui soit à proximité du logement. Tu sais, des fois un voisin ou quoi, autant le. Voilà. Ou, Le peu que tu vas perdre en prestat, tu vas le gagner en temps et en tracas. bien sûr. Et puis même en qualité. Tu vas apporter la qualité à tes clients, bah, ils vont se dire, ah ouais, c'était réactif. Tu vois, l'intervention s'est fait, c'est rapide, quoi. Et quand tu commences à avoir plusieurs lots, là oui, soit ça devient ton activité, et là, clairement, tu te lances dedans. Donc ça peut être de la conciergerie, de la location, de la sous-loc ou quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, tu vois. Ok, donc là, c'est bon. Mais si tu commences à avoir plusieurs lots, si tu fais pas ça ou tu es orienté vers autre chose, délègue. Délègue, clairement, c'est la meilleure chose à faire, tu vois. Donc après, en termes de gestion, oui, tu as toujours, bah, tu vois, comme tu disais, tu as le côté où il faut mettre suffisamment pour apporter la qualité perçue, mais et aussi, donc des fois, tu as pas forcément envie de mettre des choses hyper onéreuses Oui. parce que tu sais très bien que ça va On va se s'abîmer barrer avec, très ouais. vite, ça va s'user. Mais dans un autre sens, il faut mettre quand même des choses qui sont suffisamment solides et fiables, tu vois, qui paraissent pas cheap, tu vois. Donc il faut aussi savoir jongler. Je te donne une idée. Moi, tu vois, j'étais parti au début, je voulais lancer, j'avais une location en meublé à l'année. Et donc les gars, ils sont restés 2, 3 ans dedans. Et j'avais une machine à laver.
Mais la machine à laver, tu vois, je l'ai achetée, elle valait pas très cher. C'est une machine moyenne gamme. Et tu vois, quand le gars me dit, ouais, j'ai un problème de machine à laver, bon, je fais venir un technicien hein, pour voir ce que c'est et tout. Mais j'ai pas mal au cœur pour changer la machine. Parce que je sais qu'entre-temps, je l'ai rentabilisé, la machine. Tu vois, 3 ans, la machine, je l'ai payée, elle valait moins de 300 euros. C'est bon, je l'ai rentabilisé, c'est pas grave. Bon, on va dire que ça, Oui, il faut être réaliste voilà, aussi. c'est Ouais. ça. En gros, clairement, il y a des choses qui normalement sont censées rester, mais qui deviennent du consommable. Tu parlais de verre tout à l'heure. Tu vois, les verres, c'est du consommable. Tu sais, dans ta tête, tu te dis, bon, les verres, voilà, il faut. Les draps, c'est du consommable. Tu vois? Donc, c'est des choses comme ça. Mais Ça peut se tacher, ça peut se déchirer, ça peut se prendre dans un truc. Il y a tellement de choses qui font que les voyageurs peuvent, quand c'est de la location saisonnière en tout cas, abîmer. Et quand c'est de longue durée, bah, ils l'utilisent tous les jours. Donc forcément, pareil, même si c'est des gens qui en prennent soin. Moi, par exemple, j'ai eu des gens qui sont venus. Je sais que c'est des gens très respectueux et ils font attention aux choses. Ils m'ont quand même pété 2 verres, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gens qui se bourrent la gueule, etc. C'est des fois un mauvais geste, tu casses. Mais en fait, tu as tellement de profils différents qui s'enchaînent en saisonnier que bah, y a des gens. Il y en a qui juste s'en battent les steaks, hein, c'est la réalité. ouais. Tu as des gens qui viennent, ils s'en battent les steaks, ils disent c'est pas à moi, c'est pas grave. C'est là où du coup le système de notes entre les clients et les hôtes sont super intéressants. Mais ouais, et du coup, toi, est-ce que tu as automatisé certaines choses ou pas? Oui, clairement. Ben, tu vois, j'ai une quinzaine de lots, donc tu es obligé d'automatiser. Donc après, l'idéal, tu prends un channel manager. Tu prends un channel manager et là, ça te permet déjà, non seulement ça te permet d'avoir une meilleure visibilité sur la gestion de tes réservations, de tes locations, mais aussi même d'apporter une qualité à tes clients. Tu vois, tu peux automatiser les messages, tu peux automatiser les process dans ce qu'ils vont recevoir. Et puis, c'est vraiment, oui, à un moment, il faut que, quand tu commences à avoir certains lots, il faut automatiser et trouver des outils voilà, qui peuvent faire ça pour toi. Certes, ça te coûte, hein, c'est un coût, mais tu gagnes tellement de temps et puis même la qualité perçue. C'est surtout ça. En fait, tu vois, ça t'apporte quand même. Les gens, bah, voilà, des fois, ils ont l'impression que bah, ils étaient accompagnés pendant tout leur séjour. Ils ont reçu des messages jusqu'à leur départ, même après. Alors qu'à aucun moment, Exactement. t'as écrit à chaque fois pour chaque client. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, tu as plein de choses que tu peux faire avec ça. Tu vois, tu peux rajouter des upsells, tu vois, offrir d'autres prestations qui vont venir, tu vois. Après, là, tu peux laisser libre Le cours. lien vers ton autre Airbnb. Par exemple, ou tu sais, des fois même, je sais pas, tu peux avoir, toi, une activité de transport, et puis tu peux proposer de transport ou de tourisme, ou tu vois. Oui, ça peut enchaîner sur beaucoup de choses, la restauration, tout ce que tu veux. Tu peux même être commissionné sur chaque réservation. Donc, non, il y a des trucs à faire. Et puis, tu investis pas non plus pour perdre du temps. En général, quand tu investis, c'est que tu veux en gagner. Donc là, c'est plutôt cet état d'esprit de se dire je paye des outils ou je paye des prestataires pour gérer mes biens, mais derrière, ça me libère du temps. Et quand je dors la nuit, je suis reposé. C'est ça, je suis serein. Les problèmes, c'est les autres qui les gèrent pour moi. C'est vrai. Bah, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire, et pourtant elle avait une location meublée, mais à l'année, tu vois. Mais là, ça se passait mal, là, c'était une petite coloc, tu vois. Ça se passait mal, et là, elle me dit, j'en peux plus, je vais vendre le bien. Et elle a acheté il y a 2 ans. Je dis, mais attends, attends, on va essayer de trouver une solution, parce que là, tu as acheté il y a 2 ans, stratégiquement, il va falloir quand même t'y retrouver. Donc, est-ce que tu veux vendre? Est-ce que si tu vends pour la bonne raison? Parce que finalement, ça peut être solutionné différemment. Donc, on a vu ça, et là, je vois que ça l'a apaisé. Tu vois, tu vois. Mais elle n'en pouvait plus. Bah oui, elle n'en pouvait plus parce que bah, elle travaille à côté, elle fait des heures, enfin, tu vois. Et derrière, tu as quelqu'un qui t'envoie des messages, qui t'appelle, qu'il faut que tu répondes à 20h, 21h. Et des fois, c'est pour des broutilles, tu vois. Alors que, effectivement, là où c'est intéressant d'avoir des automatisations, eh ben, tu prends le temps de mettre des process en place, de tout expliquer, comment fonctionne une machine à café, machine à laver, tu vois. Et des fois, tu te dis, tout le monde sait comment fonctionne une plaque de cuisson. Mais non, il faut quand même expliquer.
Et en fait, ça évite voilà, qu'on t'envoie un message à 22h pour te dire bah, la plaque ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, c'est une plaque à induction. Tu vois, Il n'y a pas le feu. ça Il n'y a pas le fonctionne feu. pas, ça fonctionne pas. Mais sauf que c'est une plaque à induction. Tu vois. Voilà. Ouais. C'est comme on dit, se baser sur toutes les problématiques qu'ont les clients et essayer de mettre en place des process pour répondre avant même qu'ils prennent contact avec toi. Bon, au moins c'est fait. Et des fois, ça peut être vraiment con. Moi, j'ai eu une cliente sur un Airbnb, ce qu'elle a fait. Truc tout bête, le portail. C'est un portail coulissant. Elle a essayé de, je ne sais comment, pousser le portail et elle a réussi à enlever le portail de son rail. Le portail qui s'est cassé la gueule du coup, mais du bon côté parce qu'elle aurait pu se buter sur le portail. Ça peut être très dangereux. Mais c'est un truc très con parce que tu vois que le portail, il peut pas être poussé autrement que de coulisser. Elle avait beaucoup de force. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est son mari qui est venu la récupérer avec le bruit. Ouais. Il y a un gros portail en fonte super lourd. Tout ça pourquoi? Parce que justement, c'était pas expliqué. Donc maintenant, quand les clients arrivent, je leur dis, c'est un message automatique, le portail se pousse vers la droite. C'est un truc tout bête, c'est un détail, mais c'est important. Là, Donc, ouais, je comprends ce que tu veux c'est dire. ça, tu peux mettre en place Moi, je fais souvent des vidéos. Tu vois. Des fois, tu te dis, toi-même, tu es en train de faire la vidéo, tu te dis, mais pourquoi je fais cette vidéo? Tu vois? C'est pourquoi tu fais cette vidéo, mais crois-moi, fais la vidéo, tu vois. Fais la vidéo. Tu vois, et donc tu fais une petite vidéo. Ouais, effectivement. On ouvre le portail. La personne voit comment on ouvre le portail. Tu vois, même un truc, boîte à clé. Ok, boîte à clé, ça paraît tellement simple, mais des fois, on a besoin quand même de comprendre, tu vois, comment fonctionne une boîte à clé. Et même un truc, t'imagines, la personne oublie de changer le code ou bien de refermer, ben t'as quelqu'un qui passe dans la rue, la personne connaît le code de ta boîte à clé. Tu vois? Donc voilà, donc tu montres bien, voilà, il faut fermer, tu changes. Voilà. Ça paraît peut-être pour toi, tu t'es dit, bah, c'est bon, tout le monde, c'est logique. Mais non, fais la vidéo. C'est vrai. Et moi, une fois, justement, j'étais tombé dans un Airbnb où le gars avait fait une super bonne vidéo explicative. Je lui ai dit, franchement, le gars est bon. Le gars a tout montré, tout montré. J'ai pas regardé toute la vidéo, j'ai quasiment rien regardé, mais je me suis dit, pour les gens qui comprennent pas, c'est exceptionnel. Le retour que toi, tu as eu, c'est que, tu vois, c'est expliqué. Tu avais l'impression d'être accompagné dans ton check-in, quoi, tu vois. Ouais. Et puis même si moi, je sais très bien que c'est un message automatisé, le client qui, lui, n'a pas l'habitude des automatisations, va se dire, bah, la personne a pris le temps de m'envoyer un super truc, elle m'envoie au bon moment en plus, comme par hasard, il est 14h, j'ai le droit de rentrer à 14h05, la personne est super, super intelligente. Alors qu'en fin de compte, c'est juste des process à mettre en place. Le temps passe vite, très vite. Donc j'ai une dernière question qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Et c'est celle que je te disais que je te gardais en réserve. Nous, là, le podcast, il est spécifique. En tout cas, on le tourne à La Réunion. Est-ce que, pour toi, comment tu vois un peu l'avenir immobilier à La Réunion? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tous les endroits sont toujours une bonne opportunité d'investissement? Est-ce que le marché est pas un peu, pète pas un peu dans tous les sens avec des colocs qui tapent 1000 euros par chambre juste parce que c'est à Saint-Gilles, alors que la même à Saint-Joseph, c'est que 350 euros? Tu vois, c'est quoi un peu ton état des lieux du marché, en tout cas d'un point de vue investisseur à La Réunion, pour là et les années à venir, et pour ceux qui souhaiteraient investir là dans les prochains mois, prochaines années, qu'est-ce qui sont réellement ou pas de bonnes ou de mauvaises opportunités? Tu vois, on a vécu la crise en 2023, 2024. Ça s'est énormément ressenti en métropole. Ici aussi, mais beaucoup moins. En fait, il y a un gars, un grand investisseur, un grand businessman qui dit acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Je vais le reprendre, tu vois. Et ben, c'est la vérité. C'est qu'on reste quand même sur une île, tu vois,
Qui plus est, en plus, t'es au soleil, il fait bon, enfin, même si parfois il fait chaud, mais je vais te dire, il fait bon toute l'année, t'es sur une île, forcément, tu vis pas, t'as pas les mêmes ressentis, t'as pas les mêmes ressentis qu'ailleurs. Lorsque tu es sur un continent, voilà, où là, effectivement, la crise, ils l'ont bien ressenti. Donc, bah, d'ailleurs, tu vois, hier, je discutais avec un notaire et il me disait la même chose. Il disait là, en métropole, il y a beaucoup d'offices qui ont fermé parce que ben, c'était très, très compliqué les transactions. Ici, il y a quand même moyen. Bon, ça reste. Des fois, on marche un peu sur la tête, hein. Ben, parce qu'on est sur une île, ce qui fait qu'on marche sur la tête. On s'est dit, mais c'est incroyable. Les prix, euh, les prix ne cessent d'augmenter. Des fois, on tombe sur des trucs complètement farfelus. On arrive, on tombe sur des biens qui sont limite, à la limite de la vétusté, tu vois, la vétusté, l'insalubrité, et qui se vendent à prix d'or. Parce que, je sais pas, on est bien placé, ou bien le bien est tellement rare, c'est vrai. Et il y a aussi le marché est quand même faussé, des fois, parce que, ben pareil, on est au soleil, tout simplement. Tu vois, on est au soleil, on est à la plage, on monte à la montagne, et donc ça peut fausser le marché. Mais il y a quand même toujours des opportunités à faire. Et je pense que finalement, c'est les gens qui créent l'opportunité. Tu vois, tu peux avoir un bien qui de base, c'est pas rentable, qui peut le devenir parce que tu as créé quelque chose. Ben, je te parle d'un de mes premiers investissements. J'avais acheté un studio. À l'époque, tout le monde achetait des studios à 40, 50 000 euros. Tu vois. Et moi, le mien, je l'avais payé 68 000 euros. Donc, tu vois, les mecs, ils te disent, mais t'es con, t'as acheté un studio à 68 000. Tout le monde est en train d'acheter des studios à 40, 50 000 euros. Pourquoi t'as acheté à 68? Sauf que moi, l'emplacement que moi j'avais, la cible que moi j'avais, le projet que moi j'avais, c'était complètement différent. J'ai peut-être acheté 68 000 euros, mais moi, le studio, à un moment, je le louais à 980 euros. Quand quelqu'un achète un studio à 40 000 euros, qu'il le loue à 400 euros. Tu vois? Et je l'ai revendu 3 ans après en faisant une plus-value. Tu vois? Donc, non seulement. Donc, je veux te dire, il y a toujours des choses à faire. Mais c'est à toi de créer l'opportunité. Tu vois? Effectivement, aujourd'hui, on parle sur des projets, coloc et tout. Mais je pense qu'il y a autre chose que de la colocation. D'autant plus que là, l'État est en train de mettre un grand regard sur tout l'aspect saisonnier, tu vois, meublé, location saisonnier, tout ça est en train d'être vu. Donc, il faudra anticiper et voilà, changer de stratégie. Mais il y a toujours des choses à faire. Et là, il faut faire preuve d'imagination et puis de curiosité, hein. Parce qu'il y a des choses, on ne va pas inventer la roue, tu vois. Mais il y a des choses qui se font et il y a pas mal de gens ici qui font des projets magnifiques. Mais il y a des projets qui sont monstrueux et il y a des gens qui font. Et moi, je fréquente pas mal de monde qui ont des colocs. Et récemment, j'ai discuté avec une fille qui est dans une coloc. Donc, elle n'est pas propriétaire, mais elle est dans une coloc. Mais moi, quand j'entends parler de sa coloc, je me place pas d'un point de vue colocataire, mais je me place d'un point de vue investisseur. Je me dis, ok, je vais lui poser des questions, superficie, etc. Elle me décrit le bien insalubre. Insalubre, vraiment. 10 chambres, 600 euros par chambre. 6 000 euros de net, 6 000 euros de rente, pardon, tous les mois. Je regarde ça, mais je fais, mais alors, t'as des gens qui ont une éthique, il y en a qui n'ont pas. Après, c'est une question légale aussi. C'est pas une question d'éthique, c'est une question légale. Mais le truc, c'est qu'il y a de la demande. Et c'est pour ça que je pense que certaines colocs fonctionnent aussi bien. Attention, ça ne veut pas dire faire ce genre de projet, parce que c'est absolument horrible de faire des projets comme cela. Tu as des gens qui transforment des maisons en clapier à lapin. Moi, j'ai visité une coloc la semaine d'après. J'ai été invité dans une coloc. La semaine d'après, je suis revenu. La proprio avait transformé le salon en chambre supplémentaire. Il n'y avait plus de pièces de vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une certaine éthique à avoir, même si tu es un investisseur.
Mais ce qui est vrai, et je pense qui influe beaucoup sur les prix à La Réunion, c'est qu'il y a tellement une demande qui est grandissante. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a de la demande, mais quand tu mets des offres en face, du coup, ça match. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand par exemple dans l'Ouest, tu vas avoir des gens qui vont mettre des colocs ou des appartements à des prix exorbitants, tu as des gens qui veulent quand même arriver à ce prix-là. Donc certes, ça ne bénéficie pas à la population directement, et là je parle de la population réunionnaise dans cet exemple-là, mais la réalité, c'est que tu en as qui ont les moyens de se prendre ces choses-là. Et ça nourrit la personne qui, du coup, est propriétaire du bien. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'à La Réunion, beaucoup d'investisseurs sont réunionnais. Mais c'est juste qu'on ne le montre pas. Tu vois, et ça, je pense que c'est un vrai sujet aussi. Mais là, c'était plutôt du point de vue, ma question, plutôt du côté est-ce qu'il y a des zones où investir peut être une bonne opportunité, tu vois? Est-ce que finalement, parce qu'on entend souvent parler de tout le monde veut aller dans l'Ouest, parce que voilà, c'est Saint-Gilles, Saint-Leu, etc., Saint-Paul. Est-ce qu'investir dans l'Est, est-ce qu'on achète des terrains, est-ce qu'on fait construire, tu vois? Il y a plein d'opportunités différentes. Mais est-ce qu'en tout cas, parce qu'à un moment, on sera limité à La Réunion, tu vois? Est-ce que ça deviendra des buildings? Est-ce qu'on va tout raser pour commencer à faire des trucs? Est-ce que toi, en tout cas, par exemple, dans ta situation à toi, tu dis toujours, je vais continuer à investir à La Réunion parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes? Oui, oui, en fait, tu vois, La Réunion, tu vois, c'est mon île. Et en plus, c'est une très belle île, tu vois. Et je regardais des statistiques là dernièrement. Et tu sais que la plaine des Palmises, par exemple, ça reste une des régions qui s'est le plus densifiée durant les 2 dernières années, tu vois. Et je pense que de plus en plus, les gens vont être amenés justement à avoir un aspect un peu retiré. Tu vois, ça va devenir tellement dense. On a tellement de populations qui rentrent ici, qui veulent s'installer, qui voilà. Sur la plage, Oui, face à la oui, mer. oui, oui. En fait, qui veulent être dans le côté un peu citadin avec. Et je pense que l'avenir va se faire dans des endroits où justement ça reste retiré. Et puis, en fait, tu as le côté un peu humain, tu vois, dans les villages, ce genre de choses. Tu as le côté un peu humain qui vient. Et puis, tu connais le boulanger du coin, tu connais le gars qui fait de la confiture, qui connaît l'autre qui vend des breads, tu vois. Et ça va devenir, je pense. Et tu vois, on parlait d'investissement. Et je pense qu'il y a un gros vivier à faire là-dessus. Tu vois, lier un peu le côté location saisonnière ou autre, hein, même des projets locatifs à long terme, mais avec un côté peut-être jardin partagé, par exemple, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Des projets où on se ramène un peu, on s'oriente un peu plus vers l'authenticité et puis revenir sur l'essentiel. Parce que, tu vois, ça, et en fait, ça fait écho à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la vie devient de plus en plus chère. Tu vois, sur les côtes, voilà, tu es en train de le dire, la côte, tu parles de logements insalubres à des prix, et puis même la vie en général. La consommation et tout, ça devient de la folie, c'est farfelu. Et donc je pense que oui, et l'orientation pour moi, ce serait plus sur les côtés un peu plus retirés, authentiques, où les gens ils veulent avoir un peu plus cet aspect proximité et partage. Tu vois, après, il y a aussi pas mal de choses qui se font ailleurs et qui sont intéressants en termes de stratégie d'investissement et pas forcément fiscalité, parce que là, on sort de la France, mais en termes de stratégie d'investissement qui sont intéressants. Tu vois? Les pas pays francophones, quoi. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et donc après, comme on dit, la Réunion, c'est un terrain de jeu, mais c'est un tout petit terrain de jeu. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire dans le monde entier. Toi, personnellement, tu as déjà investi ailleurs ou pas Non, encore? pas encore, mais Mais vu le discours, c'est prévu. Ouais, je comprends. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que d'un point de vue que ce soit particulier, quelqu'un qui veut acheter, ou investisseur justement qui aimerait trouver un endroit où investir, où il sait que les gens vont venir, c'est qu'avec ce qui s'est passé les dernières années, c'est que des conclusions logiques, ce que tu es en train de dire. Le Covid, tout le monde voulait avoir un jardin parce que les gens étaient en train de péter un câble en appartement. C'est moi, j'ai des potes qui étaient dans des grosses villes en France. En France, pendant la période Covid, c'était
C'était horrible de pas sortir de chez soi ou sortir de chez soi, mais pour manger, même pour marcher dans des bâtiments. Enfin, ridicule, tu vois. Il fait de plus en plus chaud. Ça, c'est un vrai sujet, l'environnement. Quand tu te rends compte des températures qu'on tape en ce moment sur la côte, quand tu montes à la plaine des Palmistes, tu te sens bien à la plaine des Palmistes, tu vois. Je prends l'exemple de Tampon. Je passe souvent sur le Tampon. Le Tampon, il fait bon, contrairement à quand tu descends sur ne serait-ce que Saint-Pierre. Tu as des chaleurs des fois qui sont impressionnantes. Et oui, le côté humain, là, si on parle de d'autres sujets liés à tout ce qui est intelligence artificielle, qui prend de plus en plus de part en général dans pas mal de domaines, les gens se tournent vers le côté authentique et le côté humain. Donc en vrai, c'est logique ce que tu dis, peut-être que finalement, la population va commencer à se reculer, mais c'est pas plus mal parce qu'elle va gagner en qualité de vie. Oui, c'est ça. C'est moins cher, C'est c'est ça. plus agréable, les gens sont... Effectivement, je pense tu vois, aujourd'hui, on est dans l'évolution, mais finalement, à un moment, ça devient tellement évolué que tout va paraître faux. Tout va paraître vraiment c'est du virtuel. Superficiel, quoi. Voilà, virtuel, superficiel. Donc, et c'est là où ça va devenir un luxe de pouvoir se rattacher à quelque chose d'authentique et de la base, en fait. Ça va devenir un luxe. Tu vois, j'écoute beaucoup, je suis curieux, mais regarde, tu parles aujourd'hui, tout le monde a un téléphone à plus de 1000 euros, je ne sais trop quoi. Et quand tu vois les gens qui créent ces téléphones, le luxe pour eux, c'est que leur enfant n'ait pas de téléphone. Tu comprends? Donc, finalement, je pense qu'on va être orienté plus dans ce sens-là. Tu vois, même dans les aliments transformés. Tu vois, là, aujourd'hui, la plupart des choses que tu manges, voilà, tu auras toujours un truc, parce que tu es lancé dans un circuit où il faut consommer vite, machin. Ça va être un luxe de pouvoir manger un Qui sort du aliment jardin. qui a pris le temps de pousser, voilà. Et on parle même d'un poulet, hein, tu vois, d'un poulet qui a eu le temps de grandir et tout, C'est vrai. tu vois. Ça devient un luxe de pouvoir manger ça. Et je pense, voilà, ça va être. Mais on parle, voilà, hein, je suis pas. Je suis pas, je suis Ludo, pas visionnaire. il ouvre une agence immobilière à la plaine des Palmistes. Non, mais tu sais, le sud, il y a énormément de choses à faire. Puis le cadre est magnifique. Tu vois, le sud de l'île, De même toute dans façon, les toute la côte, hauteurs. est, Ouais, est, ouais, dans les hauteurs et Ouais. même jusqu'au sud. Ouais. Ah non, t'as de beaux projets. Oui. Hein. Et puis, je vois de plus en plus de gens qui aujourd'hui font des projets touristiques orientés vers les sorties voilà, en forêt, des balades en forêt, des tisanes, tu vois, des découvertes un peu comme ça, plus dans l'intérieur de l'île. Et c'est hyper intéressant. Et même nous, des fois, tu vois, même nous, en tant que rayonnés, tu vois, ça pourrait éveiller... Et on peut découvrir des choses. On peut découvrir des choses de fou. Hein. D'accord là-dessus. Et même moi, je suis en train de m'intéresser à un projet qui est basé là-dessus. J'ai mis le doigt. Mais cette partie-là sera censurée pour des raisons de... Maintenant, je fais mes projets, j'en parle quand c'est terminé. Je comprends tout à fait. Mais ouais. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils qui vont être utiles aux gens qui nous écoutent. Ouais, en tout cas, j'espère avoir pu apporter des éclaircissements et puis voilà, peut-être aussi encourager les gens à se lancer dans leur premier investissement. Comme quoi, c'est possible d'être réunionnais, d'investir à La Réunion, d'avoir des lots à La Réunion et de ne pas en avoir qu'un seul ni deux, mais une quinzaine. Non, 15 lots, c'est pas moi, hein, clairement. Moi, je gère un peu les lots des proprios, mais oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as investi. Oui, bien Tu as sûr, investi. clairement, oui. Tu es réunionnais, tu as investi à La Réunion. Tu as trouvé, peut-être à des moments, des excuses, mais surtout des solutions, parce que finalement, aujourd'hui, tu as pu investir. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à peut-être quelqu'un qui n'a jamais posé le pied dans l'immobilier? Quelqu'un qui se dit, écoute, ça m'a intéressé cette vidéo. C'est quoi peut-être la première étape ou l'étape super importante avant de se lancer? Alors, moi, je dirais déjà, oui, effectivement, fais-toi accompagner. J'ai pas envie de dire... Enfin, il faut se former, hein. Il faut se former. Mais des fois, tu sais, les formations, il faut aussi savoir prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, des fois, il y a des stratégies qui sont mises en place qui ne correspondent pas forcément à ses attentes. Je te donne une idée claire.
À 200 000 euros, tu peux acheter un immeuble de rapport en métropole. À La Réunion, tu n'achètes pas d'immeuble de rapport à 200 000 euros. Tu vois? Oui. Donc forcément, la stratégie d'immeuble de rapport à 200 000 euros, t'oublies quoi, ici à La Réunion. Après, tu as d'autres choses à faire, mais voilà. Donc, 100 000 euros ici, c'est un studio, c'est un gym. Et encore. t'es bien gentil. C'est vrai ça. J'ai regardé la semaine dernière, je crois que c'était à 275 000 Ah ben. le premier studio que j'ai trouvé. J'en ai vendu un, il était à 290 000 et il a fait 24 heures. donc, tu vois, donc non. Mais, donc voilà, l'idée peut-être se faire plutôt, oui, suivre des formations, certes, mais aussi de se faire accompagner, c'est intéressant parce que, ben, voilà, effectivement, comme on disait, le premier projet, c'est primordial. Et puis, on a tellement d'interrogations, tu vois, il faut soulever pas mal de choses, l'aspect financier, fiscal, administratif, voilà, les choses, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc oui. Et donc, si quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, oui, c'est possible, oui, même à l'heure actuelle, mais il faut se faire accompagner ou bien voilà, ou suivre, voilà, savoir se faire vraiment accompagner ou se former et vraiment bien réfléchir à son premier investissement. Se former, mais sans non plus mettre le montant de l'apport dans des formations, quoi. C'est ça, Par exemple. par exemple. C'est Mais vrai. T'as des gars qui font Oui, ça. ben clairement. T'as des gars qui Là- achètent 10 formations sur l'immobilier, Oui, et des stratégies qui en Ouais. plus ne sont pas applicables forcément là où C'est vrai. on est nous. c'est vrai. Et d'ailleurs, Ludo lance sa formation. Mais du coup, voilà. Bah, écoute, très bien. J'espère que ce sera utile. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, Ludovic Clota, Je mettrai. ou sur Facebook. Bah, très bien. Si vous cherchez un projet à La Réunion, vous avez Ludo qui est là. Bah, écoute, c'était un plaisir. J'espère que l'exercice t'a plu. Merci, bah, c'est la première fois. C'est la première fois et donc je suis content. Et puis bah, effectivement, bah, je te connais depuis un moment. Donc c'est cool de pouvoir faire ce podcast avec toi. Bah, écoute, moi, je vous dis à tous à la prochaine. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, bah, hâte de voir les prochains projets de Ludo passer sur Instagram. Et les clips de ce podcast-là. Et dire, ah, ça y est, j'ai fait mon premier podcast. C'est cool. Merci Joey.